Eh bien, en tout cas, ceux qui sont présents, derrière leur écran aujourd'hui pour écouter, eh bien, cette interview, sur la base de la chaîne YouTube donc, dédiée au Clean Bolso. Ce premier rendez-vous qui est une première à la fois pour moi, mais aussi, pour tous ceux qui sont, membres de cette communauté, eh bien, d'interroger quelqu'un qui est devenu, une ambassadrice du Clean Bolso, qui s'appelle Émilie et comme un jour elle a pu me le dire, Alonso comme le pilote automobile, français, donc j'ai retenu ça. On va lui laisser après le soin de de dire qui elle est, ce qu'elle fait au quotidien dans ce beau métier qu'est, le golf. Et puis on va essayer de converser un petit peu avec Émilie parce que j'aime envie de savoir et donc de vous partager, vous la communauté, bien en quoi la préparation mentale aussi a de l'importance pour, une joueuse professionnelle de golf, ce qu'elle perçoit de cette activité, et de cette spécialité et en même temps, bien comment, on peut progresser au golf même quand on est un amateur et en quoi finalement aussi, bien ce concept du clean balso, a fait qu'on s'est, partagé des idées. On a qu'elle a accepté, Émilie d'être aussi, ambassadrice, par rapport à ce concept. Donc voilà, on va essayer de faire ça dans un format assez, je dirais convivial, sans trop de protocole, mais, avec cet intérêt du partage authentique. Parce que Émilie, si je peux me permettre moi de dire quelque chose, j'ai en tout cas c'est du ressenti, je pense qu'au golf ça a son importance parfois, d'être dans l'intuition. C'est quelqu'un que j'ai abordé, sur une compétition, du Let's Access Tour et qui, j'ai trouvé, voilà, dans le non-verbal formidable, très, empathique, très accessible et elle a accepté d'écouter ce que j'avais à dire sur le concept et voilà, donc de fil en aiguille, c'est quelqu'un que j'ai appris à apprécier, à distance, mais c'est quelqu'un qui est, pour moi, est quelqu'un de généreux et voilà, c'est ce que je voulais tenir à te dire, Émilie et devant tout le monde officiellement, mais voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, même si on ne se connaît pas plus que ça, pour être tout à fait authentique et véridique. Alors Émilie, qui es-tu? Bon, déjà, merci beaucoup pour tous ces gentils mots que tu as pu décrire sur moi. Ça me touche énormément. C'est pas tous les jours qu'on entend les qualités que l'on peut, en tout cas, que tu peux percevoir, mais ce que les gens peuvent percevoir à distance aussi. Donc, sincèrement, merci. C'est vraiment très gentil. Et bah voilà, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Émilie Alonso. Alors voilà, comme le pilote de Formule 1, mais rien à voir, pas de famille rapprochée ni rien. Et j'ai 29 ans, je suis née en 1993, je suis une bête à cornes, un taureau. Et j'ai commencé le golf à Évian quand mes parents faisaient des concerts là-bas, donc des concerts de piano à quatre mains, donc dans la musique classique. Donc moi, j'ai été bercée dans la musique classique depuis toute petite. J'adore le chant, j'adore le piano, j'en ai joué pendant très longtemps. Et puis après, j'ai découvert la petite balle blanche donc à Evian. Et ça m'a tellement passionnée qu'en un an, je suis passée de non classée à 3-3 d'index, qui a été la progression la plus fulgurante au monde. Et de là, avec un ami, Julien Brun, qui est également sur le tour, il m'a proposé de m'inscrire au mérite. Et de là, j'ai commencé à faire championnat de France. J'ai été sélectionnée en équipe de France. J'ai eu plus de 30 sélections en équipe de France. J'ai gagné deux fois le championnat de France. On a gagné le championnat d'Europe par équipe. Gagné après le Doral, qui est l'équivalent comme les championnats du monde de ma catégorie. Et ensuite, j'ai été recrutée à Arizona State après le bac. Donc, je suis partie à Phoenix pendant 4 ans pour faire des études de communication et faire partie de l'équipe d'Arizona State qui a été numéro 5 en équipe nationale première division. Donc, voilà, donc ça a été mon cursus, on va dire, un peu scolaire et amateur. Et de là, je suis rentrée à l'âge de 22 ans en France. J'ai passé les qualifications pour être pro sur le tour. Et j'ai commencé ma première année ensuite sur l'ETAS. Je suis montée également sur le tour européen première division, où l'année a été un petit peu compliquée. Il n'y avait pas encore beaucoup de tournois officiel, c'était un peu des années creuses. Ensuite, le Covid est arrivé et là, j'ai fait quelques derniers changements au niveau du golf parce que le golf féminin devient de plus en plus difficile d'accès où on tape de plus en plus fort. Donc, j'ai décidé de faire un gros travail physique, matériel et technique pour pouvoir gagner de la distance, pour pouvoir reprendre ma place sur le Tour européen en espérant que les qualifs de la fin d'année se passeront bien voilà, pour ma part. Mais ça a été une année un petit peu difficile parce que quand on fait des changements
Mmh. aussi important, c'est pas évident. Donc, on s'est rencontrés avec Franck au mois de juillet, début juillet, je crois que c'était ça, fin juin, début juillet, sur un événement donc, en France. Et puis, j'ai beaucoup accroché avec le système de Klim Bolso parce que les 4 fondations des 4 C, qui étaient confiance, calme, combativité, concentration, ont toujours été quelque chose qui a résonné dans ma tête parce que ma mère m'a fait tout le travail de préparation mentale quand j'étais jeune et c'était vraiment les 4 piliers de ma préparation mentale où carrément sur ma casquette, il y avait marqué 4 C. Et donc, quand j'ai vu le concept, j'ai dit non, mais c'est pas possible, tu te fous de moi, tu me suis, tu m'as spoté quand j'étais jeune, j'en sais rien. Mais c'était vraiment un coup de foudre, entre guillemets, de retrouver une partie de moi jeune d'un côté qui a ressurgi sur le côté professionnel et qui maintenant me suit partout sur mon sac et qui me rappelle que peut-être que même si j'ai pas encore gagné en tant que professionnelle, la petite fille qui a gagné quand j'étais jeune, elle est toujours en moi et ça me motive tous les jours pour pouvoir aller à l'entraînement et me dire que les objectifs, faut pas les oublier. Super. Bien, merci, Émilie, de ces belles explications. Alors c'est vrai que si on est très focus résultat, on va revenir effectivement sur cette année exceptionnelle où tu passes, d'amateur non classé, comme tu le rappelles, à voilà, à 3, c'est ça, hein, 3 et demi. Donc effectivement, c'est fulgurant. Alors c'est vrai que souvent et moi dans mes accompagnements, je m'aperçois qu'on est très, très focus, résultat. Mais pour avoir ce genre de résultat, il y a forcément de la performance, c'est-à-dire quelque chose que tu as maîtrisé, aidé par des gens qui se sont, spécialisés dans certaines techniques, forcément là du golf et qui t'ont apporté aussi des conseils, des choses à mettre en place. Mais comment au quotidien, quand on a une fulgurance comme ça dans de progression, mais même par la suite et actuellement, on fait la distinction entre, le résultat, hein, qu'on aime obtenir, mais à partir de nos performances et ces performances, quelles sont les étapes de processus que tu as l'habitude de mettre en place chaque jour pour progresser et continuer donc d'avancer vers des résultats toujours plus importants? Alors, c'est marrant que tu me poses cette question parce que pas plus tard qu'il y a une semaine, c'était exactement un petit peu le débrief que j'étais en train de faire avec mon équipe et également avec mon père. Où à travers cette année, en tout cas, qui a été un petit peu plus compliquée avec le gain de distance, ça a été segmenté, on va dire, mon année, où j'ai passé beaucoup de temps à travailler que sur de la vitesse au practice et ça a été malheureusement une catastrophe au niveau des directions, mais c'était pas l'objectif. L'objectif, c'était déjà savoir si j'avais le potentiel de gagner de la distance. De là, c'était de l'amener en compétition et voir un petit peu de quoi j'étais capable et ça a été catastrophique. À partir de là, on a pu réadapter la vitesse sur qu'est-ce que je suis capable de faire en compétition ou pas capable de faire sous pression, on va dire. Donc de là, on a réussi à jauger. À partir de là, du moment où on a réussi à jauger, on a réussi à remettre un entraînement petit jeu, putting adéquat et assez structuré qui a mis quand même plus de 3 semaines pour se remettre en phase. Et à partir de là, j'ai remis de la préparation mentale derrière et de la performance, en tout cas dans l'entraînement. Donc, on va dire que cette année, c'est un petit peu aussi ce que j'ai fait quand j'étais petite et que j'ai eu ma progression aussi fulgurante. Après, venant d'une famille de pianistes, on est très organisé dans le travail. Donc, passer des heures, moi, c'est pas quelque chose qui me dérange d'aller à l'entraînement. Après, il faut avoir des statistiques. Je pense que aucun joueur maintenant ne bosse sans statistiques. C'est sûr que si on nous met à l'entraînement un fairway de 15 mètres ou 20 mètres ou 30 mètres et qu'on n'est que capable d'en mettre allez, 5 sur 14 balles, c'est sûr que sous pression, on ne va pas réussir à mettre 14 fairway, enfin 14 drives sur le fairway sous pression. La quantité, elle va se diminuer. Et c'est vrai que je vois à travers le temps que si on est capable de faire, on va dire, 100% à l'entraînement, on va sortir déjà qu'en partie amicale peut-être 80% et sous pression 60 ou 50%. Et en dernière partie, peut-être que ça sera 40 ou 50%. Et petit à petit, à force d'amener tout le temps ce 100%, le 40% va monter à 50, le 50 va monter à 60, le 60 va monter à 70, et puis on va avoir un ratio qui va être de plus en plus proche à ce qu'on est capable de faire. Mais il faut être patient. Voilà, il faut avoir des statistiques un petit peu pour voir si l'entraînement est dans le bon sens. Ce qui n'était pas le cas, en tout cas pour moi, en début d'année, où l'entraînement n'allait pas dans le bon sens par rapport à mes statistiques. Mais une fois qu'on a pu réadapter et retravailler correctement, c'est vrai que j'ai vu des résultats par rapport à ça. Et c'est vrai que quand j'étais petite,
C'était pas moi qui gérais mes entraînements, c'était mes parents qui géraient mes entraînements. Et on passait parfois 2 heures au putting et on était là, allez, il faut mettre 100 balles à 1 mètre. Et si on loupe à la 50e, on recommence jusqu'à qu'on y arrive. La même chose à 2 mètres, à 3 mètres. Et on faisait par exemple 3 balles à la cible d'affilée dans 3 mètres de dispersion ou 6 mètres de diamètre. Enfin, bref, il faut se mettre des objectifs réalisables aussi, concrets. Donc, quand on est amateur, peut-être que selon un niveau, si on est 5 d'index, ça ne va pas être les mêmes résultats que quelqu'un qui va être 15 d'index. Mais commencer tout bêtement à se dire, bon, voilà, dans ma partie, combien de fairway j'ai tapé? Bon, j'en ai tapé, je sais pas, 8. Et j'ai touché combien de greens? 11. Ok, et si dans 3 semaines, la personne, elle a touché 4 fairways et 5 greens, qu'elle aille voir son entraîneur et discuter un peu, parce que peut-être qu'il y a un dérèglement technique. Ou peut-être dans ces cas-là, il y a parce qu'on a changé de parcours et que la stratégie, elle est moins bonne. Bien sûr, il y a plusieurs aspects à regarder, mais en tout cas, c'est vrai que d'avoir quelque chose de concret et qui est sur papier, c'est plus facile à analyser pour voir si on est en progression ou si on est en dégression. Et parfois, ça fait un petit peu mal de mettre le nez dedans et se dire mince, je ne sais pas vraiment ce que je suis en train de chercher, mais je pense que malheureusement, les statistiques, on ne peut pas faire sans, voilà, pour en tout cas amener le côté un peu ludique dans l'entraînement et de progression. Ok. Donc, et là, effectivement, on va revenir sur cette idée qui aussi fait partie de mon quotidien, à la fois quand j'interviens en entreprise, mais aussi dans la partie préparation mentale avec les sportifs que je peux accompagner. C'est effectivement, en tout cas, ce qu'on va retenir de ce que tu as donné dans ton récit, c'est avoir un objectif. J'avais ma grand-mère, moi, qui me disait toujours, tout objectif flou amène une connerie précise. Donc, forcément, il y a effectivement un résultat à un objectif ou à un non-objectif. En tout cas, moi, ce que j'ai retenu dans ce que tu as partagé, c'est qu'effectivement, il ne faut pas en avoir forcément 50. Il faut qu'ils soient bien posés et effectivement qu'on les travaille de façon régulière en fonction de ses moyens. Et j'ai bien aimé quand tu as dit effectivement, on ne peut pas se fixer des objectifs de quelqu'un qui a X années de golf et un index qui donc détermine son niveau de jeu. De la même façon, si je suis 20, 25, 30, etc. Mais en tout cas, je viens à l'entraînement où je me fixe un planning d'entraînement avec un objectif. On est OK là-dessus, je suppose. Et donc, c'est Oui, vrai car que parce que c'est vrai que souvent, on va taper des balles. J'entends souvent, je vais taper des balles, mais on sait très bien qu'effectivement, si on ne tape pas ces balles pour ensuite avoir une analyse, comme on dit en entreprise, smart de ses objectifs, hein, voir si les mesurer, voir s'ils sont réalistes, réalisables, et cetera, sera compliqué. Est-ce que toi, par exemple, tu m'avais dit une fois quand on a échangé, je t'ai demandé moi-même qu'est-ce que je pourrais faire demain dans ma progression de golfeur, puisque voilà, je suis index 20. Alors j'ai dégringolé cette année de 8 points et j'ai tenu en fin de compte, à un moment compte de ce que tu avais pu me dire. C'était qu'effectivement, il fallait que j'alterne mes objectifs, c'est-à-dire faire du practice, faire 2-3 séances sur un fairway et ensuite une partie avec mes copains pour m'amuser. Moi, j'ai retenu ça de ta part. Alors, je ne sais pas si je l'ai bien compris ou pas, et si tu peux nous dire si effectivement, comment tu vois, toi, les choses aussi, puisque tu enseignes. Qu'est-ce que tu donnes comme conseil d'objectif comme ça qui peut mener à la fois le plaisir et la performance? alors c'est vrai, bon moi ça fait maintenant, j'ai passé mon diplôme en 2016, donc ça fait un petit moment que j'enseigne pour transmettre mon savoir de joueuse, pour également rémunérer mes compétitions, donc c'est plus à titre annexe que je fais ça. Mais c'est vrai que la principale chose que je vois avec les amateurs, c'est je vais sur le terrain. Allez, feu, j'envoie, je vais sur le terrain. Je vais prendre mon cours avec mon pro et puis je vais sur le terrain. Mais ce que je trouve qu'on n'apprend pas assez quand on commence le golf, c'est à s'entraîner. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce n'est pas que sur le terrain qu'on va arriver à performer. Si à un moment donné, on n'arrive pas à faire un coup, la balle en dessous les pieds ou la balle au-dessus des pieds, ce n'est pas en allant que sur le terrain, en fait, et en tapant juste un coup avec les copains jusqu'au bout qu'on arrivera à progresser. Donc, c'est sûr qu'il faut analyser le coup où on n'est pas très bonne là-dedans ou pas très bon là-dedans, aller voir son entraîneur pour avoir des solutions et ensuite aller s'entraîner. Donc, c'est vrai que moi, ce que je pourrais conseiller, c'est, je sais pas, si une personne va 3 fois au golf dans la semaine,
sur une durée. Alors, soit c'est 4 heures pour dire d'aller faire un parcours. Donc, si on y va sur une durée de 4 heures, peut-être qu'on peut faire 2 heures d'entraînement, c'est-à-dire on va taper 45 minutes de balle, 45 minutes de chipping, 45 minutes de putting, en ayant un objectif concret au niveau des balles. Peut-être c'est travailler sa posture, ça va être du technique, peut-être ça va être un petit peu de précision. Au putting, ça va être peut-être travailler un peu de technique sur la planche, faire la sortie de balle, puis ensuite travailler les putts à 1 mètre parce qu'on en a loupé précédemment. Donc, se faire peut-être un schéma de 5 tirs autour du trou ou rentrer 15 balles d'affilée à 1 mètre. Au chipping, peut-être que ça va être les balles dans le rough. Donc, on l'aura vu avec l'entraîneur et faire un paquet de 10 et se dire, bon, je mets un cercle de 3 mètres et sur 10 balles, j'essaye d'en mettre 5 sur 10 dans 3 mètres. C'est des petits objectifs où petit à petit, ben, au début, on ne va pas y arriver. Ça va être un peu frustrant. Mais à force de le répéter, ben, à un moment donné, quand on sentira que ça vient, ben, on va aller sur le terrain et le jour où ça arrivera, au lieu d'avoir la tête dedans en tournoi ou avec les copains où il va dire ah ça y est, t'es encore dans le rough, machin, ceci, cela, ben non, en fait, on va pouvoir réussir à sortir le coup. Et donc peut-être que ces 2 journées-là, elles peuvent être, on va dire, consacrées à faire ces 2 heures d'entraînement et 9 trous pour mettre en situation sur le terrain. Par exemple, taper 2 balles, jouer la moins bonne ou faire un parcours à thème, c'est-à-dire je touche le fairway, si je touche le fairway, ça fait -1, mais je passe ma balle dans le rough et puis à partir de là, je rejoue. Ou je tape le fairway et puis je suis pas bonne à 100 mètres, je récupère ma balle et je vais me mettre à 100 mètres et puis j'essaie de mettre 2 attaques de green. Et en fait de dédier ces 2 journées, on va dire, d'entraînement là-dedans et faire, comme je t'avais dit, la dernière partie, bon, bah, aller jouer avec les copains. Et puis petit à petit, bon, bah, ce sera peut-être pas la première partie qui passera très bien. Peut-être que ça sera la 5e, 5 semaines plus tard ou 6 semaines plus tard, parce que le corps, le temps qu'il s'adapte aux changements, etc., bah, ça prend du temps. Mais c'est avec la persévérance, on va dire, d'aller à l'entraînement qu'on deviendra meilleur. Parce que si toi, tu fais ça comparativement à tes copains qui font que du parcours, ils vont pas progresser à un moment donné s'ils s'entraînent pas. Au contraire, ils peuvent Mmh. potentiellement régresser. Après, je conçois également qu'il y a des gens qui n'aiment pas s'entraîner. Mais dans ces cas-là, il faut aller sur le terrain et se dire, bon, bah, j'aime pas aller taper des balles au practice. Et il y a d'autres cheminements, on va dire, aussi pour aller sur le terrain. C'est aller tardivement en fin de journée vers 5 heures du soir. Bon, après, pour l'hiver, c'est un peu plus compliqué. Mais se dire, bon, bah, je tape 4 balles, 4 drives au départ. Ou si je suis pas très fort, je tape 4 bois 3 et je fais 9 trous comme ça en me disant, bon, je tape 4 bois 3, je ramasse. Je me mets à 120 mètres, je tape 4 fers. Et aujourd'hui, je fais pas de putting. Je ramasse simplement les balles et je pars au trou suivant. Ou je tape 4 drives. Aujourd'hui, j'ai besoin de faire du putting. Je vais directement au putting et je vais faire 4 balles à 10 mètres et j'essaye de la mettre dans un cercle pour pouvoir avancer aussi parce que s'il y a du monde derrière, il faut pouvoir rester dans un rythme qui est correct. Mais il y a beaucoup de solutions d'entraînement. Il faut en parler avec son entraîneur, ce qui est important. Et puis pour pouvoir commencer à avancer et surtout que ça corresponde aux joueurs parce que de la façon dont moi je fonctionne, chaque joueur est différent. Donc ça, il faut que c'est important que ça reste ludique. Et à la fois, le golf, c'est quand même un sport où on peut prendre beaucoup de choux et ça peut être plus qu'énervant à se dire mais j'arrive pas, je progresse pas, j'arrête, ceci, cela. Et en fait, de trouver des solutions pour que dans la continuité, ben, on continue à apprécier à jouer au golf et surtout d'en inciter d'autres à venir jouer avec nous. Parce que sinon, on est heureux et qu'on a trouvé un système de fonctionnement, d'autres vont nous suivre et c'est comme ça qu'il va y avoir une émulation en plus nationale et que le niveau il va continuer à augmenter. Super. Heu, Ça fait partie du premier essai, de la checklist, hein, le calme, avec, C'est ça. en même temps, ben, moi j'adhère complètement à ce que tu as dit, c'est-à-dire aussi la patience. Parce Mhm. qu'effectivement, c'est quand même pas un sport aussi simple que cela, le golf, et qu'effectivement, il faut répéter comme beaucoup de choses dans la vie, hein. C'est à force de répétition qu'on va ancrer cela en nous. Mais c'est sûr que ça demande de la patience, mais pour que la patience soit profitable, il faut, encore une fois, on le redit, des objectifs. Et d'ailleurs, j'aurais une dernière question à ce sujet. Est-ce qu'en tant que golfeuse professionnelle, on parle souvent des objectifs en entraînement ou à l'entraînement, pardon. Est-ce qu'on a aussi un objectif lorsqu'on aborde une compétition? Alors, je vais parler que pour moi-même, hein, parce que je pense que tout un chacun est différent. Alors moi, cette année, ça a été un petit peu compliqué. Donc, au début, c'était vraiment de me dire, bon, bah, je tape tous mes coups à fond et voir un peu les tendances, voir les distances que je faisais. Mais c'est vrai que sur la continuité de la saison, bah, les objectifs, ils changent. Où je me suis dit, va falloir que je touche plus de fairway. Mais c'est vrai que quand je suis au départ du 1, je vais pas me dire, je vais toucher ce fairway, louper ce fairway.
fairway, taper ce green, louper ce green. Je vais plutôt voir, je vais prendre mon carnet de parcours. On reçoit les drapeaux la veille. Je vais prendre mon carnet de parcours et je vais voir 18, 5 droite. Je vais voir que là, il est peut-être dans un bord. Il y a un bunker qui est à 10, donc il s'arrête seulement à 8 mètres du bord. Bah, je vais marquer jouer hauteur à gauche. Donc, on va mettre, on va dire, un pré-game Mhm. pour que si jamais je manque un peu de lucidité parce que, je sais pas, j'ai mis un coup mauvais dans le bunker ou la balle, elle m'est échappée out et que j'ai dû mettre une deuxième balle et qu'on se retrouve un peu sous pression de se dire, non, mais là, je fais quoi? Et au lieu de me dire, non, mais là, troisième coup, il faut absolument que j'aille chercher le drapeau, sinon je vais envoyer bouillon. Bah non, en fait, le troisième coup, je me dis, bon, bah là, c'est marqué sur le carnet, c'est hauteur gauche. En fait, c'est hauteur gauche. Tu alignes 3 mètres à gauche, mais tu mets pas en jeu à droite parce que sinon, tu te prends un pion de plus dans la figure. Donc, c'est plutôt garder la lucidité sur tout le parcours. Après, c'est sûr que quand on est joueur, on commence à ressentir les choses. Donc, moi, je parle un petit peu en fait en feu rouge, feu orange, feu vert, où sur le terrain, il y a des drapeaux qu'on peut aller chercher, des drapeaux qu'on ne peut pas aller chercher. Et quand le feu rouge, il est là et qu'en plus, on a peut-être des appréhensions, un light pas bon, etc., mais c'est rouge plus plus. Donc, on joue le milieu de green, on sort nos deux pattes, on fait notre part, notre bogey ou notre double, peu importe. Et puis, on passe au suivant. Il n'y a rien d'autre que l'on puisse faire. Mhm. Après, donc, objectif de résultat, moi, j'en ai pas. Sincèrement, je ne sais pas si la veille pour le lendemain, si je vais jouer -2 ou +4. Mais j'avais mon entraîneur espagnol qui me disait, et je trouve que c'est assez vrai, mais sur 4 jours de compétition, il va y avoir 2 jours moyens, un très très bon et un très mauvais. Donc, quand on part sur ce principe-là, quand on sait par exemple qu'on a envoyé -6, je sais pas, le premier jour, au lieu d'être sur l'euphorie et de se dire demain, ouais, je vais être capable d'envoyer -6, bien sûr, on est capable de le faire, on l'a fait, on est capable de le faire. Mais le lendemain, il faut aborder le parcours avec sérénité, se dire peu importe si j'envoie pas 3 birdies sur les 3 premiers coups, sur les 3 premiers trous, ben, j'avance, j'ai mon game plan et puis on sait par rapport aux statistiques où on en est de toute façon quel est notre niveau de jeu. Donc, on sait plus ou moins la tranche de score que l'on peut sortir. Mais on n'est pas à l'abri d'une excellente journée, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise journée. Malheureusement, c'est les golfs et les aléas de la vie, etc. Mais c'est sûr que si on a un carnet de parcours qui est bien rodé, on va dire, et que après, bon, bah, on a la préparation mentale qui est importante derrière, où on travaille beaucoup sur la confiance en soi, ça amène plus de possibilités à avoir un bon résultat derrière. Super. Alors, il nous reste plus beaucoup de temps par rapport à l'objectif qu'on s'était fixé, justement, parce que tu as aussi plein de bonnes choses à faire et on te remercie encore une fois d'avoir accordé un peu de temps à la communauté. Euh, En quoi, en étant très authentique, la checklist des 4 C, même voilà, toi tu la vois régulièrement, puisque je vois de temps en temps des photos Mm. qui me parviennent de toi sur le circuit avec le Clean Bolso. En quoi vraiment tu penses que c'est utile d'avoir cette checklist de routine mentale? Bah, moi, comme je te l'ai dit, ça a toujours fait partie de moi. Donc, c'est limite plus ancré que peut-être quelqu'un d'autre qui rentrerait dans ce système-là. Mais on va dire qu'on ne peut pas jouer sans calme sur le terrain. C'est impossible. La personne qui commence à s'énerver, elle va amener des coups en trop. La combativité, bah, c'est sûr que si on se lève le matin et que on n'a pas envie d'être là, ben, le résultat ne sera pas là. La confiance, bah, à un moment donné, bon, ben, c'est sûr que c'est le plus dur à acquérir, je pense. C'est vraiment le plus dur et c'est celui qui est le plus en dents de scie, on va dire, dans l'année. Ça se travaille ben, avec aussi l'estime de soi, de se voir, de se valoriser en tant que personne, être bien dans sa vie aussi personnelle pour aussi performer dans le professionnel. Mais ça aussi, ça se travaille énormément. Calme, confiance, combativité, concentration. Et la concentration, moi, je pense, enfin, ce qui m'aide beaucoup, c'est d'écouter de la musique classique avant le départ. Alors, je ne sais Mhm. pas s'il y a des ondes, des fréquences qui me permettent d'être plus concentrée ou autre. Alors, ça va pas être de la musique classique, boum, 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 dans les oreilles. Ça va être quelque chose, des symphonies beaucoup plus calmes. Mais c'est vrai que ça me met, entre guillemets, dans une transe un peu plus calme. D'ailleurs, ça me ramène donc dans un taux vibratoire qui est peut-être plus bas. Mais bon, bah, il y aura le stress au départ du trou numéro un qui sera toujours présent parce que c'est pas parce qu'on est professionnel qu'on ne stresse pas au trou numéro un, bien au contraire, parce qu'on ne veut pas se planter. Mais donc, on va dire que les 4 C sont interconnectés et interdépendants. Donc, je veux dire, si on n'est pas calme, bon, la combativité, on peut l'avoir, mais la concentration, elle va être compliquée à avoir et la confiance également. Donc, c'est comme pour bâtir une maison, si les fondations, elles sont pas bonnes, Mhm. ben,
Oui, il y aura des jours où la fondation, elle sera un peu bancale parce qu'on ne peut pas avoir les 4 qui soient, au top parce que c'est là où on en voit moins 6 et tant mieux qu'on ait des journées comme ça. Mais c'est là où il faut apprendre à se connaître pour rééquilibrer, on va dire, cette maison et se dire: «Bon, bah, OK, là, je suis pas calme, je sais que je suis pas calme, je me sens pas calme, bon, bah, qu'est-ce que je vais faire?» Et c'est là où il faut intervenir dans la préparation mentale, comme tu sais très bien, avoir des respirations, peut-être connecter plus l'hémisphère gauche avec l'hémisphère droit. Mais il y a des outils et dans ces cas-là, il faut vraiment s'orienter, là-dedans. Après, il faut voir si c'est plutôt mental ou technique parce que, c'est sûr que si la technique, elle est pas bonne, le mental, il suit pas. Mais, Mmh. quand on est technique et que la confiance, elle est pas là, ben, ça suit pas non plus. Donc c'est tout le temps une question d'équilibre. Donc l'équilibre est hyper important. Donc, sans ça, moi, c'est vrai que quand je le revois, bah, même parfois, c'est inconscient. C'est un regard qui va passer sur le sac. On le voit, bam, le cerveau, il prend l'image et puis il avance avec ça. Donc pour moi, je veux dire, c'est plus on amène de positif dans notre quotidien, plus à un moment donné, on aura de possibilités sur de la longueur de performer. Après, les années, elles ne se ressemblent pas hein, et les jours ne se ressemblent pas au niveau du golf. Donc il y aura des moments où ça sera en dents de scie, où on galérera pour pouvoir remonter ensuite. Super. Bah, en tout cas, effectivement, ça c'est intéressant dans ce retour d'expérience que tu viens de nous partager. Il y a les spécialistes de la technique, comme tu l'as dit, effectivement, si je ne sais pas, avoir un bon grip, je ne sais pas, voilà, taper avec les pieds en pente et cetera, ça c'est de la technique, bah, c'est sûr que ça va être compliqué, hein, il faut appeler un chat. Et puis, mentalement, bah, il y a aussi des spécialistes. J'en fais partie et j'ai aussi certainement plein d'autres collègues qui ont, ces spécialités-là, hein. Voilà, on apprend des choses. Moi, j'ai fait de l'université pour tout cela. Je sors d'une grosse formation en neurosciences où on apprend plein de bonnes choses, hein, sur les moyens, les exigences. Et puis voilà, c'est pour ça que je rappelle à tout le monde, on le voit pas bien là parce que j'ai mis un fond, mais je le remettrai. J'ai fait un carnet de préparation mentale où on reprend tous les outils dont certains tu en as reparlé, la respiration, la relaxation, les méthodes Jacobson, des choses comme ça qui peuvent revenir inconsciemment alimenter très vite la confiance parce que comme tu l'as dit, c'est volatile. Donc il y a des jours, c'est là, il y a des jours, c'est moins là. Mais c'est vrai que c'est 2 choses qu'il faut appréhender, ensemble, dans des secteurs un peu différents puisque chacun, forcément, effectivement, a des spécialités dans ce domaine. En tout cas, ben, un grand merci, Émilie, d'avoir accordé, un peu de ton temps, il est bien chargé, même si là, ça va être, une grosse période de travail, hein, pour les professionnels comme pour les amateurs avec l'hiver. On va pouvoir justement aller, on a bien compris, au practice ou encore sur les fairways avec des objectifs, hein, qui sont raisonnables, mais qui vont nous amener la performance. Qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire, nous les amateurs, pour garder notre, bonne humeur et notre confiance dans nos prochains progrès 2023 en golf? Ouh là, 2023, c'est assez loin pour moi encore. Mais en tout cas, il faut pas hésiter à se remettre en question, même si parfois c'est difficile de discuter avec des professionnels qui savent vraiment de quoi ils parlent et que, écouter quand même son instinct. Ça, c'est important. Je pense que des fois, on n'écoute pas assez Mmh. son instinct et parfois, il peut y avoir un entraîneur qui ne nous convient pas. Il faut pas hésiter à changer pour aller voir autre chose. Pas forcément écouter, son copain ou sa copine qui ont à peu près le même niveau de jeu parce que parfois ils ont pas souvent les solutions. Il faut quand même aller voir un professionnel sur ça et après garder le plaisir du golf, mais après c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais voilà, s'il y a besoin, moi, on peut me contacter sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on peut te contacter également et on sera toujours amène à essayer D'accord. d'avoir le meilleur conseil, possible parce que entre guillemets, «on est tous dans le même panier», donc, on est tous dans la même communauté, donc autant s'entraider pour pouvoir, avancer ensemble. Super, ben, merci effectivement, le plaisir, et puis, ben, cap bon sens, hein, le bon sens, ça donne de l'épanouissement, en principe, c'est les 2 gros ingrédients de l'épanouissement donc merci, de ta gentillesse, merci, de ton merveilleux sourire, Émilie et donc avant de se quitter, qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour, bah, la les prochains mois à venir, sur, la partie golf, pour nous les amateurs et puis qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de meilleur pour toi?
Eh ben déjà, profitez bien de la période hivernale pour progresser dans votre golf. N'hésitez pas à faire quelques compétitions pour voir un petit peu votre niveau. Et puis gardez un petit peu la petite serviette sur votre sac parce que souvent c'est juste un petit regard, une petite pensée. Et c'est à force d'avoir ce processus tout le temps que ben, les choses elles vont être plus faciles à mettre en place. Donc n'hésitez pas à faire ça et à aller voir vos entraîneurs toujours pour pouvoir continuer à progresser. Et puis, bah, si vous avez quelque chose à me souhaiter, d'essayer de remonter sur le Tour européen en première division, ça serait le top. Et puis, en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions pour quoi que ce soit. On sera toujours abordable à n'importe quel moment. Super. En tout cas, un grand, grand merci. Je l'ai déjà dit, je me répète, mais c'est à force de répétition qu'on progresse aussi et qu'on ancre les choses. Et en tout cas, bah, Émilie, oui, effectivement, tu es quelqu'un Merci. d'extraordinaire. Voilà. Je sais que tu as beaucoup d'humilité, donc mais en tout cas, je pense qu'on est tous des gens extraordinaires et qu'effectivement, bien, comme tu l'as dit toi-même ou tu l'as laissé un petit peu en suspens, mais effectivement, dans la confiance, il faut aussi travailler, à la fois sur soi, il faut se développer personnellement. Toujours aussi pour le bien de la communauté, hein, c'est toujours important. Pas garder les choses que pour soi et je sais que là-dessus, tu as fait plein de choses ces dernières années et qu'effectivement, c'est pas moi, en plus, en tant que coach de vie aussi, qui vais dire le contraire. Puisqu'effectivement, bah, quand on est bien avec soi, on est forcément bien aussi avec les autres et que c'est un juste équilibre et le golf, j'aime à dire que c'est une belle école de la vie. Il y a des objectifs Ouf. à avo il y a des objectifs à avoir. Il faut aller d'un point A vers un drapeau qui a pas envie de se laisser faire. Il a des obstacles. Il y a des terrains qui sont plus ou moins acceptables, voilà. Il y a des jours où on est plus ou moins bien. C'est la vie, quoi, tout simplement. En tout cas, je te souhaite, au nom de la communauté et déjà en mon nom, eh bien, d'arriver très souvent au drapeau, de faire plein d'eagles et qu'on se retrouve très Mer- vite, et bah, à nouveau pour partager, ensemble de bons moments, comme on a déjà pu le faire. En tout cas, grand merci, Émilie. Merci à toi et à très bientôt alors. Ciao, ciao, au revoir. Bisous.